Trouver une solution aux menaces confessionnelles apaisant sur la sécurité, c'est l'objectif visé par le Forum sur la sécurité en Afrique qui s'est ouvert ce matin à Bahir Dar en Éthiopie. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est présent à ce forum. Pour la prochaine campagne agricole, la CNDT Holding table sur une production de 650 000 tonnes de coton-graine après un bénéfice de 14 milliards de francs CFA pour la campagne de cette année. Une annonce faite lors de la 77e session ordinaire du conseil d'administration de la structure ce samedi. Bonsoir à tous, il est 20h et bienvenue à ce nouveau point de l'actualité. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est tenu cet après-midi sous la présidence du Premier ministre Modibo Keïta et avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djambélé pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Kadijatou Kone, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, sur les rapports du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté 1. Les projets de textes relatifs à l'adhésion de la République du Mali à la Convention relative au statut des apatrides adoptée par la Conférence des Nations Unies réunie le 28 septembre 1954 à New York. 2. Les projets de textes relatifs à l'adhésion de la République du Mali à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie adoptée par la Conférence des plénipotentiaires réunis à New York le 30 août 1961. L'apatridie repose sur l'absence de lien juridique entre un individu et un État, un individu sans nationalité. Le droit à une nationalité est un droit de l'homme fondamental. L'apatridie est une violation de ce droit. La Convention relative au statut des apatrides a été adoptée pour garantir un statut juridique à des personnes qu'aucun État ne considère comme étant ses ressortissants par application de sa législation. Cette Convention vise à faire bénéficier aux apatrides l'exercice des libertés fondamentales conformément aux lois et règlements de leur pays d'accueil. Quant à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, elle vise à réduire significativement les cas d'apatridie par l'acquisition de la nationalité du pays d'accueil dans certaines conditions, notamment avoir résidé habituellement sur le territoire de l'État contractant sans toutefois que la durée de résidence fixée par ce dernier puisse excéder 10 ans au total, n'avoir pas été déclaré coupable d'une infraction contre la sécurité nationale, n'avoir pas été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans pour fait criminel, n'avoir pas acquis à la naissance ou postérieurement une autre nationalité. L'adoption de ces textes permet au Mali d'adhérer à ces 2 conventions pour concrétiser la volonté politique de mettre fin à l'apatridie et de réduire son impact dévastateur sur la vie des individus. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. Conseiller technique, M. Ismaïla Konaté, ingénieur de la statistique, chargé de mission. Madame Hatouma Gakou, administrateur de l'action sociale, inspecteur à l'inspection des affaires sociales, Monsieur Alassane Sidi Touré, administrateur de l'action sociale, au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, directeur général de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT, Monsieur Akori Ag Iknan, professeur. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, secrétaire général, M. Fatouma Terra, magistrat. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation, M. Mohamed Maïga, professeur d'enseignement supérieur. Au titre du ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, directeur de la cellule de planification et de statistique du secteur de l'équipement, des transports et de la communication, M. Amadou Malé, ingénieur de construction civile. Ministère des Mines, directeur de la cellule de planification et de statistique du secteur mines et énergie, M. Mohamed Ouedrago, ingénieur de la statistique.
au titre du ministère de la Promotion des investissements et du secteur privé, coordinateur du Centre de promotion et d'appui des systèmes financiers décentralisés, M. Alassane Ibrahima Dial, professeur principal d'enseignement secondaire. Au chapitre des communications écrites, au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a examiné une communication écrite sur le rapport national 2011 sur l'état de l'environnement au Mali. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement, un rapport national sur l'état de l'environnement au Mali est élaboré tous les 2 ans. Le rapport national 2011 sur l'état de l'environnement au Mali, à l'instar de ceux qui l'ont précédé, donne la situation des principales composantes de l'environnement. Les plantes cultivées sont occupées 4 277 000 hectares au cours de la campagne 2008-2009 et 6 285 000 hectares à partir de 2011, soit une augmentation de 46%. Les ressources fauniques contiennent plus de 136 espèces de mammifères avec une avifaune d'au moins 640 espèces, y compris les espèces migraticètes, une faune aquatique composée de plusieurs espèces de poissons et d'animaux comme l'hippopotame nain, le lamantin, le crocodile et le varan. Les terres d'aptitude agricole couvrent 23%, 23,8%, soit environ 30 millions d'hectares. Les ressources en eau sont constituées d'eau de surface pérenne évaluée à 56 milliards de mètres cubes d'eau de surface non pérenne estimée à près de 15 milliards de mètres cubes et des nappes souterraines dont les réserves varient entre environ 450 et 600 milliards de mètres cubes avec une recharge annuelle oscillant entre 3 et 4 milliards de mètres cubes. La biodiversité comporte 4 grandes zones bioclimatiques et un écosystème particulier dans le delta intérieur du Niger. Le cadre de vie des populations, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain et semi-urbain, est affecté par des pollutions dont la plupart sont d'origine afropique. Le rapport national 2011 sur l'état de l'environnement évoque également les principales pressions auxquelles les éléments constitutifs de l'environnement sont confrontés, et parmi lesquels on peut citer les changements climatiques, les défrichements agricoles, l'augmentation de la consommation de bois et de charbon de bois, la recrudescence des feux de brousse, la persistance du braconnage et la capture des oiseaux au filet, la dissémination de déchets plastiques, les mauvaises pratiques de l'exploitation minière, la contamination du sol par les pesticides, les retenues d'eau à des fins agricoles et ou énergétiques, la mauvaise gestion des eaux usées. Le présent rapport fait enfin l'état de la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement au Mali. Le rapport national 2011 sur l'état de l'environnement a été élaboré suivant un processus participatif impliquant l'ensemble des acteurs intervenant dans la protection de l'environnement dans notre pays. Kanita Toukone. Merci bien, merci bien et bonne suite. Merci. Aussi, ce communiqué du gouvernement, attaque de 3 camions par des bandits armés sur l'axe Gossi-Gao, faisant 2 morts et 2 blessés. Le vendredi 17 avril 2015, des bandits armés circulant en moto ont attaqué et brûlé 3 camions de l'amunissement à l'intersection de Intislit sur l'axe Gossi-Gao, faisant 2 morts, tous chauffeurs, et 2 blessés graves évacués à Gao. Aussitôt, les forces armées de sécurité sont intervenues sur les lieux pour secourir les blessés et engager des poursuites en vue de retrouver les assaillants. Les forces armées de sécurité ont dans la foulée entrepris une patrouille d'envergure dans la ville de Gao et environ. C'est ainsi qu'elles ont appréhendé 29 individus détenant des armes et matériel de guerre. Ils ont été remis à la prévôté. Le samedi 18 avril 2015, un engin explosif a blessé un adolescent dans la ville et un autre de la même nature a été découvert et neutralisé par les services de sécurité. Le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement de la République du Mali condamne tous ces actes lâches et ignobles de groupes terroristes aux abois qui savent que leurs actions n'ont plus d'avenir face à la détermination du Mali et de la communauté internationale à instaurer la paix et la stabilité dans toute la sous-région. Comme
il l'a réaffirmé face aux honorables députés lors des questions d'actualité le 17 avril 2015 à l'Assemblée nationale. Le gouvernement renouvelle son appel aux populations et aux responsables des collectivités territoriales à rester vigilants et à coopérer avec les forces armées de sécurité du Mali ainsi qu'avec les forces internationales afin de contrecarrer et éradiquer le terrorisme sur l'ensemble du territoire de notre sous-région. Et justement, combattre l'insécurité, tel est l'objectif du Forum sur la sécurité en Afrique qui s'est ouvert aujourd'hui à Bahir Dar, une ville située à 560 km d'Addis Abeba. Et vous le savez certainement, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé depuis hier sur le sol éthiopien pour prendre part à ce forum. Également présents les présidents Kagame du Rwanda, Kenyatta du Kenya et Museveni de l'Ouganda. L'enjeu principal de ce forum, c'est de mettre en commun un problème majeur qui mine actuellement ces pays, à savoir les menaces confessionnelles pesant sur la sécurité. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux, Nyanya Alou Traoré et Abdul Salam Bambara. C'est par une vidéo introductive que les participants de la 4e session du Forum de Tana sur la sécurité en Afrique ont pris le pouls de l'événement. 4 chefs d'État ont fait le déplacement. Leur présence prouve à suffisance l'importance qu'ils accordent aux questions sécuritaires qui secouent actuellement le continent, surtout quand elles sont liées aux religions. La foi, même la religion, peut avoir une valeur d'émancipation politique, mais cela peut être manipulé pour servir des intérêts précis. La laïcité absolue est un vœu pieux, puisqu'il n'y a aucune société où il y a une séparation très claire entre le religieux et le politique. Les valeurs et les vertus qui font partie de notre vie privée ont une incidence sur notre vie politique et publique. À l'instar de la foi ou de la religion, la laïcité peut faire avancer le bien public ou l'ordre public. Le secrétaire d'État parlementaire de la République fédérale d'Allemagne, principal partenaire du Forum, a parlé de la diversité religieuse qui constitue un atout majeur dans le développement d'une nation. Un accent particulier a été mis sur la nécessité pour les États de renforcer les systèmes laïques existants, une proposition saluée et partagée. La laïcité, effectivement, est synonyme de stabilité parce que toutes les composantes de la société se retrouvent dans la laïcité. Mais il faut donner un contenu à cette laïcité. Laïcité ne veut pas dire nier la religion. Le fait religieux est une réalité. Et la laïcité doit vraiment ménager l'espace de telle sorte que tout le monde puisse vraiment trouver son compte sans nuire à l'autre. Il s'agit de la survie et de la gouvernance des peuples. Les peuples aspirent à la paix, aspirent à leur développement et surtout à la collaboration entre eux. La religion, elle est là, c'est un coup d'épaule, elle est à la base, c'est le soubassement. Elle donne ses conseils, elle donne ses données, ses recommandations et même les commandements. Parce que la religion, c'est venu pour les peuples. Le thème de ce 4e forum est laïcité et instrumentalisation politique de la foi. Il s'agira pour les participants de dégager des mesures concrètes qui s'imposent tout en montrant que la laïcité en tant que mécanisme de gouvernance peut être une arme efficace contre cette montée de violence confessionnelle. Sur la question, les chefs d'État ont animé un panel et nous restons avec nos envoyés spéciaux. Boko Haram au Nigeria, les Shebab en Somalie, le Moujao ou Atmi au nord du Mali, la liste n'est pas exhaustive mais elle montre à souhait la montée violente de l'extrémisme religieux. Ces fous de Dieu défraient aujourd'hui la chronique du fait des violences qu'ils exercent dans de nombreux pays africains. Ils mettent ainsi en péril la sécurité, la stabilité et l'essence même de la laïcité que beaucoup d'États s'efforcent de promouvoir. Le forum de Tana sur la sécurité en Afrique se veut donc pour cette 4e édition être une tribune d'échange et de partage d'expériences afin de venir à bout du fléau. Laïcité et instrumentalisation politique de la foi, c'est le thème du forum, un thème largement discuté par les panélistes, parmi eux le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Et comment aujourd'hui comprendre que des gens viennent dans ce pays avec la prétention d'islamiser le Mali?
C'est un non-sens absolu. S'agissant surtout d'une ville comme Tombouctou, qui est connue par tous les hommes de culture à travers le monde, comme un centre de rayonnement culturel brillant, où tous les arts, toutes les sciences étaient enseignées. Comment peut-on venir avec prétention, arrogance, insolence et cruauté vouloir imposer à ce peuple de Tombouctou l'islam? Quel islam dans ce cas-là? Dans le monde entier aujourd'hui, qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, il y a une résurgence du phénomène du racisme. Cela est clair. Dans beaucoup de pays, cela se sent, cela se voit. Qu'un musulman, soit noir ou arabe, qui n'est pas un homme parfait, commettre un forfait, tout de suite, ce n'est pas lui, c'est sa communauté. Et par là, sa communauté, sa religion. Il y a trop d'amalgame. Il y a trop de confusion. Il y a trop d'intérêts également qui s'entremêlent aux questions objectives qui sont posées. Tout ce qui interpelle l'homme dans la cité interpelle aussi le religieux. C'est l'intelligence du dosage entre ces deux phénomènes-là qui fait la différence. Que faudrait-il faire maintenant? Ou plus précisément, quelles sont les mesures essentielles à prendre au niveau national, régional et continental? Les panélistes n'ont pas manqué de donner des pistes de solutions. Les leaders de ces groupes confessionnels ou religieux ont des responsabilités. Il leur incombe de gérer, d'orienter à bon escient le groupe. Mais cela doit se faire de manière transversale. Je crois que le temps d'un dialogue apaisé, le temps de la sérénité, d'un effort intelligent de compréhension plus profonde des phénomènes ambiants aidera beaucoup à faire avancer le monde. La promotion de la laïcité en tant que mécanisme de bonne gouvernance aussi proposée au cours des échanges. D'après le panel, elle peut être une arme efficace pour freiner l'escalade de violence. Les participants ont aussi lancé un appel. Ils demandent aux États de faire en sorte que les considérations religieuses n'investissent pas l'arène politique. Autrement, que la croyance religieuse arrête de se politiser. Tout à fait. Nous vous l'annoncions hier, dans le 20h, le gouvernement était face aux députés pour s'expliquer sur la recrudescence de l'insécurité et la pénurie de passeports et de cartes d'identité. À la date d'aujourd'hui, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rassuré l'opinion publique que la situation se réalise et qu'il n'y a pas de rupture de stock. Parlant de la sécurité, le général Sada Samake reconnaît quand même des défaillances, mais affirme que les forces de sécurité organisent des patrouilles de jour comme de nuit pour la quiétude des populations. Mohamed Diarra pour les précisions. La pénurie de passeports et de cartes d'identité, la recrudescence de l'insécurité dans le pays. Ces questions d'actualité étaient fortement atteignées par l'opinion nationale et internationale, surtout par les Maliens de la diaspora. C'est pourquoi les députés, dans la posture d'interpellateur, souhaitaient avoir des informations du 1er mai. La pénurie de pièces d'identité des passeports, on ne va pas faire des détours. Ce sont des ingrédients de la corruption. Disons-le, et réellement, c'est des ingrédients de la corruption. Et la pénurie est en train de cantonner les populations qui ne bougent plus. Le ministre de la Sécurité reconnaît la véracité des faits et c'est pourquoi certaines mesures ont été prises pour écarter les brebis galeuses qui n'honorent pas la fonction d'agent de sécurité. À la date d'aujourd'hui, affirme le ministre, la situation se normalise. Plus de 50 000 cartes d'identité sont disponibles dans le commissariat. Les frais d'établissement s'élèvent à 1 700 francs CFA. Pour le passeport, le ministre reconnaît qu'une mafia s'était installée pour s'enrichir. Ce réseau a été démantelé et les auteurs en font actuellement les frais. Par rapport à la carte d'identité nationale, j'ai la liste ici de tous les policiers sanctionnés, les 242 policiers sanctionnés. 34 aujourd'hui qui sont révoqués ou qui sont sous mandat de dépôt ou bien à l'instant de lettre. Les documents sont là également. Nous sommes en train de travailler pour assainir cette police. Maintenant, je vais revenir au passeport. Quelqu'un l'a dit ici, le passeport, il a payé le passeport à 500 francs, 500 000 francs. Est-ce que ça, c'est normal? 500 000 francs, vous savez que le passeport, ça fait 50 000.
on entretient sciemment la corruption. C'est cela. Parce que les gens viennent, les passeports, le délai minimum pour faire un passeport, c'est 21 jours, 3 semaines. 3 semaines pour faire un passeport. Parce qu'il y a une procédure qu'il faut suivre. L'identification, les vérifications qu'il faut faire. Le Mali est le seul pays où on peut obtenir son passeport en 2 jours, 3 jours. Alors, des gens viennent, ils veulent faire des passeports tout de suite, et on oblige les gens, et à travers des gens véreux qui sont là-bas, on leur donne 150 000, 200 000, et certains se sont établis dans cette chaîne-là pour aller corrompre. Quand je me suis personnellement rendu au niveau du service des immigrations, j'ai fait le constat. J'ai trouvé qu'il y avait 3000 passeports dont les montants avaient été encaissés au niveau du trésor public, mais les passeports n'étaient pas faits. C'était une demande de passeport. On ne peut pas savoir si c'est des Maliens ou des non-Maliens. Nous avons bloqué pour mettre de l'ordre dedans. La demande elle est forte. Pour le seul mois de mars, nous avons 13 000 passeports. Une consommation annuelle à peu près de 108 000 passeports. 108 000 à 112 000. Pour le seul mois de mars, nous avons 13 000. Le Mali est le seul pays qui peut consommer comme ça. Les Maliens de l'extérieur, tous les samedis, on fait 500 passeports pour l'ensemble des pays de Maliens de l'extérieur. Uniquement les samedis. Alors, il faut aujourd'hui une mesure drastique, une lutte continue contre ces agents qui sont installés dans ça. Au moment où je vous parle, dans le stock au niveau de la police, on a 17 000 passeports en stock. Donc il n'y a pas de pénurie. La seconde préoccupation des députés était relative à la recrudescence de l'insécurité dans le pays. L'insécurité est la préoccupation principale des Maliens à ce jour. À la prolifération des armes légères, il s'est ajouté ces derniers temps une dissémination sauvage des mines antipersonnelles, une multiplication des tirs d'obus atteignant de plus en plus leurs cibles et l'usage de plus en plus fréquents d'engins explosifs. La lutte contre l'insécurité n'est pas du seul ressort du gouvernement. Chacun doit se sentir gendarme, surtout dans une situation de sortie de crise. Propos du ministre. Et Sarah Samaké d'ajouter que les défis sont nombreux compte tenu de l'immensité du territoire. À cela s'ajoute l'insuffisance des effectifs des forces de défense et de sécurité et la modicité des moyens financiers. Toutefois, rassure le ministre, il ne faut pas perdre espoir et à date d'aujourd'hui, la situation sécuritaire est sous contrôle. La situation sécuritaire de Bamako est liée à celle du Nord. Bamako n'est pas une entité isolée. Ce que nous vivons au Nord, là, avec, quelqu'un l'a dit, avec ce trafic d'armes, cette circulation anarchique d'armes, avec tout ce qu'on a. Et ces gens, aujourd'hui, comme objectif, je l'ai dit, avec la création des cellules dormantes au niveau du Sud qui ne s'est pas encore réveillée. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'embraser d'abord cette partie intermédiaire, ensuite Ségou et Bamako. Alors, suite à l'attentat que nous avons connu, qui est une première alerte, c'est vrai, tous les Maliens s'étaient mis en tête que Bamako était à l'abri. Et moi-même, j'ai dit aux gens qu'il faut désormais qu'ils comptent avec l'insécurité et le terrorisme. Chaque Malien doit compter avec le terrorisme. Nous faisons partie d'une zone aujourd'hui qu'on appelle le Sahel, où tous les pays sont confrontés à l'état de sécurité. Ce n'est pas le Mali seulement. Quand cette alerte a été donnée à Bamako, alors nous avons tous mesuré l'ampleur de l'événement, en prenant des mesures drastiques, au niveau du gouvernement d'abord. Quelqu'un l'a dit dans son exposé, il a fait le constat qu'aujourd'hui, à une centaine de kilomètres, à 50 km de Bamako, on ne peut plus franchir. Il y a une ceinture extérieure. Toutes les forêts avoisinantes à Bamako ont été fouillées. Nous avons un dispositif sécuritaire aujourd'hui, je vais le parler dans les détails, qui aujourd'hui permet de faire l'alerte depuis 50 km, 50 à 100 km, et des dispositifs qui fonctionnent concomitamment, que ce soit à l'est, l'ouest ou le sud. Et il y a une ceinture intérieure de Bamako aussi, et ensuite doublée par les patrouilles que vous voyez. Progressivement, l'armée se met, comme j'ai dit, dans une meilleure posture pour réagir. Le recrutement, nous sommes en train de le préparer. Il faut faire un recrutement de qualité selon des critères de rigueur qui feront que la combativité, l'honnêteté, le comportement social de nos forces de sécurité et de défense puissent correspondre aux besoins de ce pays-là. 4 heures de débat émaillés de pics parfois, et c'est cela aussi les règles du jeu démocratique. En tout cas, un grand pas a été franchi avec cette interpellation du gouvernement, même si certaines questions sont restées en suspens. Secret défense oblige.
Un accord définitif de paix est possible, c'est l'avis du président de la Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, a dit. Ce matin, l'honorable Omar Mariko et les autres cadres de la formation politique se sont rencontrés pour partager les textes fondamentaux du parti et de procéder au lancement des travaux des 3 commissions statutaires réclamées par le dernier congrès. Le point avec Moïse Traoré. Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance a bon espoir quant à l'obtention définitive d'un accord de paix. Sadi estime important que les Maliens se mettent autour de la même table pour discuter. Nous devons nous asseoir pour 2 choses. La première chose, pour pouvoir dessiner les contours de cette vie que nous voulons mener en commun. La deuxième chose, pour faire le point de nos errements, de nos difficultés et de nos fautes, de nos responsabilités. Membre de la majorité présidentielle, Sadi qualifie de ferment de développement les contradictions au sein de la dite majorité. Ce qui est simplement dommage au niveau de la majorité, c'est que nous n'arrivons pas à construire de façon tout à fait homogène une plateforme de travail pour que nous puissions tous nous identifier dans cette plateforme de travail-là. Et les contradictions qui existent entre nous ne sont que les ferments de développement. Depuis le 4e congrès ordinaire de décembre, le député a succédé à Cheikh Oumar Sissoko à la tête du parti. La présente rencontre de cadres partage les textes fondamentaux de Sadi et lance les 3 commissions statutaires. On ne peut pas ramener au seul président du parti ou au seul bureau politique ou au seul secrétariat. Nous sommes dans un parti démocratique. Il faut faire travailler les règles démocratiques qui respectent le jeu normal des différentes structures dans le parti. La commission scientifique réfléchit à la création d'une école du parti. Aux 25 000 militants viennent de s'ajouter 1 millier de nouveaux adhérents. Le parti UMRDA du district a organisé une rencontre des sections afin de partager avec les militants à la base les préoccupations du parti en ce moment difficile et réfléchir à des solutions pour le bien-être du parti. Le point de la rencontre avec Mamoudou Sidibi. Après les sections de l'intérieur, l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain UMRDA a convoqué ce samedi cette conférence des sections du district de Bamako. Au cours de la conférence, le bureau politique a échangé avec les militants à la base sur les questions politiques du moment afin d'avoir leur soutien et leur engagement auprès du gouvernement. Vous savez, la préoccupation majeure de tous les Mali aujourd'hui, c'est les problèmes de sécurité. Nous avons envoyé des missionnaires à Alger au nom du gouvernement et du peuple malien pour négocier et rechercher la paix. Et tout le monde a vu que le dossier a suffisamment avancé et au dernier moment, il y a quelques difficultés qui apparaissent. Donc certainement que la conférence va être l'occasion d'analyser toute cette situation-là et de recueillir, n'est-ce pas, l'avis de nos militants pour que le parti s'implique mieux pour apporter avec les autres forces de la nation les solutions par rapport à ces préoccupations. Et nous sommes venus également pour échanger, pour voir la meilleure façon de redynamiser nos structures de Bamako pour que le parti s'en ressente mieux. Dans son message plutôt adressé à la jeunesse du parti, le président de la coordination du district de Bamako a appelé à la mobilisation autour du parti, leur héritage commun. Dans la gestion des regroupements, particulièrement à l'adresse des jeunes, nous aurons affaire à toutes sortes de personnes. Il y a ceux qui savent, qui sont des sages, qu'il nous faut imiter. À l'issue des échanges, un rapport final qui prend en compte les nouvelles orientations et aspirations de l'UMRDA face au Djigui a été produit. Nous restons avec les partis politiques, même nous rendons à Caille où une conférence de débat sur le préaccord d'Alger a été organisée par le parti Yelema afin d'informer et de sensibiliser les populations de la Cité des Rails sur l'importance de ce document. La cérémonie a regroupé autour du président du parti Moussa Mara, les cadres du parti Yelema, la société civile, des associations de jeunes et la presse. Le reportage est signé Kansoutou Kanouté. Soucieux de l'avenir de son pays, le Mali, dans la paix, dans la stabilité et dans l'entente, le président du parti Yelema, le changement, a décidé d'aller vers les populations caïsiennes pour échanger avec elles à travers une conférence débat sur le préaccord d'Alger. Pour Moussa Mara, ce préaccord d'Alger mérite d'être compris car il est bon et équilibré. C'est un accord qui s'attaque aux problèmes de fond
du Nord, mais de notre pays surtout, puisque l'accord insiste sur la bonne gouvernance, sur la décentralisation, sur la réforme des forces armées et de sécurité, mais aussi sur les questions de développement. Faire en sorte qu'on règle la question du Nord et qu'on crée les conditions pour que plus jamais on ait à subir de situations aussi terribles que 2011 et 2012. Après les explications sur le contenu du document du préaccord d'Alger, par le conférencier, les participants, composés de chefs de quartier, de la presse, des associations de jeunes, de femmes et des membres du parti Yélema, n'ont pas tardé à poser des questions pertinentes qui leur tenaient à cœur. Il s'agit entre autres de la signification de l'appellation Azawad, la situation des déserteurs de l'armée. Dans ses réponses, le président du parti Yélema a rassuré toute l'Assemblée. Les gens ont des inquiétudes. Souvent, on n'a pas lu le document. On rapporte des on-dit. Et souvent, on a des craintes qui sont légitimes. La question de l'Azawad, par exemple, est une crainte légitime. Mais c'est que l'accord en dit, si on se saisit du dossier, nous tous, Maliens, puisque ça devient une question nationale, on va pouvoir dépassionner la question de l'Azawad. Le plus important, c'est que le Mali ne soit pas divisé. Les participants n'ont pas manqué de remercier Moussa Mara pour tous ses éclaircissements sur le préaccord d'Alger. Moussa Mara a ensuite invité les élus, les leaders publics, surtout la presse, à s'impliquer afin que les populations arrivent à comprendre ce qui est écrit dans le document. Le président du Conseil national de la jeunesse, Mohamed Salia Touré, poursuit sa tournée nationale à la rencontre des jeunes du Mali. Il a animé ce matin à Mopti une conférence sur le rôle de la jeunesse en faveur de la paix et la réconciliation nationale au Mali et le processus de l'accord d'Alger. Reportage Jules Sambou-Sissoko. Ensemble, tous les espoirs sont permis pour réussir la paix et la réconciliation nationale au Mali. Et la jeunesse constitue un puissant levier pour ce faire. Laquelle jeunesse entend jouer pleinement sa partition. Voilà qui explique bien cette démarche citoyenne du Conseil national de la jeunesse du Mali à Mopti, avec à sa tête son président Mohamed Salia Touré. Ici, il a beaucoup été question du rôle de la jeunesse en faveur du binôme paix et réconciliation et de l'accord d'Alger, les termes et les clauses. Nous constituons l'avenir de ce pays et nous devons rompre avec cet immobilisme qui nous caractérise, et parce que ma conviction la plus profonde, c'est que l'immobilisme, c'est la posture la plus risquée pour une jeunesse. C'est une posture qui détruit une jeunesse. Donc aujourd'hui, il y a des questions majeures qui sont en train d'être débattues dans notre pays, notamment l'accord de paix d'Alger, qui engage notre avenir, qui engage le devenir tout simplement de notre pays. Nous devons, en tant que jeunes, être pleinement engagés dans ce processus-là. Le président du CNJ Mali a donné des éclairages opportuns sur le centre d'intérêt de cette rencontre régionale. Pour lui, la recherche de la paix n'est pas l'affaire des seules autorités nationales du Mali. Les jeunes, il faut qu'on se rende compte d'abord que nous sommes des vecteurs de paix. Chaque jeune, là où il se trouve, peut porter les messages de la paix. Il faut qu'on se rende compte que le développement de notre pays passe forcément par cette paix-là. Le CNJ, de par ses nombreuses réflexions, idées et démarches dans la recherche de la paix au Mali, fait, à n'en pas douter, œuvre utile. Le Maroc vient de réaffirmer son amitié à notre pays après les 12 500 doses de sémences génétiques offertes par le roi Mohamed VI à l'occasion de sa visite ici à Bamako au mois de février dernier. Le royaume vient d'offrir encore 10 000 doses de sémences animales aux éleveurs. Occasion pour le ministre Dr Bokari Treta de saluer une fois de plus l'excellence des relations de coopération entre nos deux pays. Les précisions avec Bédi Koni. 10 000 doses de semences animales, c'est le cadeau offert gracieusement par le Royaume du Maroc aux éleveurs maliens. Ces semences de viande rouge, composées de la race bleu-blanc belge, la race charolaise et la race piémontaise, ou reine de la viande, proviennent des races bovines de haute performance bouchère. Ils permettent d'accroître la production de la viande rouge au Mali. Nous sommes venus donc avec 10 000 doses, mais on ne se limite pas qu'à un don. On donne les semences et on fait un suivi technique des éleveurs. Je pense que l'élevage au Mali est en train de se développer rapidement, et je pense que dans 2-3 ans, le paysage de l'élevage au Mali va être complètement transformé. Se réjouissant d'un tel appui marocain, les acteurs en charge de la filière viande et de l'agriculture diront que ces dons améliorent sans nul doute la quantité et la qualité de la viande rouge. Tout le Mali est bénéficiaire parce que nous consommons 600 têtes jour. Est-ce que vous imaginez? Bamako seul.
Donc nous sommes tous bénéficiaires. Maintenant, c'est à chacun de nous de prendre les dispositions pour que cela soit utilisé de façon efficiente. L'élevage du Mali est en phase de changer. Au lieu de faire 100 têtes pour 100 litres, il faut faire 10 têtes pour 100 litres aujourd'hui. Il faut une sensibilisation et que chacun se met au travail. Les ministres estiment que les 10 000 doses de semences animales devraient faciliter l'approvisionnement en viande. Elles réduisent le coût de la viande au niveau du marché local et placent le Mali parmi les pays exportateurs de viande rouge. Ce don va contribuer très fortement à accélérer cette transformation. On va transformer le visage de nos élevages laitiers et vraiment de nos unités d'embauche et puis va mettre à la disposition des consommateurs maliens de viande de très haute qualité. Je remercie au nom du président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, Sa Majesté le roi Mohamed VI. A noter que l'aide marocaine au Mali est multiforme. Elle englobe pratiquement tous les secteurs du développement. Je le disais dans les titres, 14 milliards de francs CFA, c'est le bénéfice réalisé par la CMDT Holding au cours de la campagne agricole 2014-2015, après une production exceptionnelle de 548 000 tonnes de coton-graines. C'est ce qui ressort de la 77e session ordinaire du conseil d'administration de la compagnie. Pour la prochaine campagne agricole, la société table sur une production de 650 000 tonnes de coton-graines. On fait le point avec Bourama Traoré. L'or blanc malien brille bien et même très bien. Plus de 548 000 tonnes de coton-graines, c'est la quantité de production pour la campagne 2014-2015. Une production qui dépasse de loin de celle de 2013-2014, qui était de 440 000 tonnes. Pas une première, toutefois, elle illustre la bonne santé de la filière. C'est 24% d'augmentation en une année, et sans compter que le rendement au champ lui-même est passé de 916 kg en moyenne à 1017 kg en moyenne. Et je précise que c'est 548 000 tonnes, 695. C'est la 4e fois dans l'histoire de la CMDT, de la CMT, qu'on arrive à un tel niveau de production. Sur le plan de l'égrenage, la capacité installée de nos usines d'égrenage, théoriquement, c'est 575 000 tonnes. Mais cette année, nous sommes allés à un rythme d'égrenage tellement intensif que même les acteurs qui sont depuis des années n'y ont pas cru. Mais la machine a tenu. On a dépensé beaucoup moins en pièces de rechange cette année que par les années passées. Donc on a fait des économies extraordinaires à ce niveau-là. L'essentiel de notre production est vendu à l'extérieur. Déjà en novembre, nous avions pu faire embarquer au port d'Abidjan une bonne quantité de coton fibre. C'était aussi unique. Pas seulement exceptionnel, mais c'était unique dans l'histoire de la CMDT. Au plan financier, tous les voyants de la CMDT sont au vert. La société a réalisé un bénéfice net de plus de 14 milliards de francs CFA, une performance parmi tant d'autres. Nous avons fait des efforts énormes jusqu'à rembourser de façon précoce tous les prêts qu'on avait contractés, et pour les intrants agricoles et pour la compagnie de commercialisation du coton graines au niveau des paysans. Ceci, en fin d'année, c'est près de 690 millions que nous avons économisé. Tous les producteurs de coton à ce jour ont été payés. Pour la campagne agricole 2015-2016, la CMDT voit grand. Elle table sur une production de 650 000 tonnes de coton-graines et toutes les dispositions semblent être prises pour y arriver. On a fixé aussi le prix à 237,5 francs le kilo, le premier choix. Donc il y a une augmentation de prix aux producteurs. Et évidemment, c'est l'inverse qui était attendu, parce que le cours mondial du coton n'est pas très fameux. Heureusement que le dollar s'est un peu mieux comporté ces temps-ci, sinon ce ne serait pas possible qu'on augmente. Le prix des kilogrammes du coton-graine connaît donc une augmentation de 2,5%. Il était à 235 francs CFA pour le premier choix lors de la campagne 2014-2015. Outre l'atteinte de 650 000 tonnes de coton-graine cette année, la CMDT veut gagner la bataille du rendement dans les champs. Sport à présent, 8e de finale, aller de la Ligue des Champions. Le Stade malien de Bamako et le tout-puissant Mazembe de la RDC ont fait match nul à 2 buts partout. Les Blancs de Bamako peuvent bien nourrir des regrets compte tenu de leur prestation de la deuxième mi-temps. Le résumé du match avec Kombanyambeli.
Une rencontre tendue entre le stade malien de Bamako et le tout-puissant Mazembe de la RD Congo qui se solde par le nul de 2 buts partout. Pourtant, ce sont les visiteurs qui se signalent à l'entame et ouvrent la marque à la 21e minute. Sur un centre de la droite, Cheban Traoré, l'ex-joueur du stade malien de Bamako, met la balle au fond du filet Stadis. 1-0 pour les tout-puissants. Ce score mène à la pause. Avec cet avantage, les visiteurs reviennent plus motivés. 51e minute sur un service de Renfort Kalaba, Daniel Adjé d'une frappe irréparable signe le deuxième but du tout-puissant. Mené par 2-0, le coach Stadis procède à des changements. Nous sommes à la 74e minute. Ismaël Koné, entré en cours, réduit la marque pour les Blancs, 2-1. 2 minutes plus tard, précisément à la 74e minute, le même Ismaël Koné signe le but égalisateur du stade malien de Bamako. 2 buts partout, c'est d'ailleurs le résultat au terme de la rencontre. C'est un climat mitigé pour moi, j'aurais souhaité donner la victoire devant mon public. Ceci dit, après avoir été mené 2-0, je pense que le fait est d'être revenu au score, et Dieu seul sait combien on en a vendangé derrière, nous donne quand même cette satisfaction de dire que oui, le Stade malien a aligné une très très bonne équipe et qui s'est battu jusqu'au bout. On est sur du 50-50 maintenant, le TP Mazembe, lui est venu marquer 2 buts ici, à nous de tout faire, à nous de revenir dans la course et d'aller chercher notre qualification là-bas. Un très beau match déjà, un très beau match de la part des deux équipes avec une première heure, on va dire, globalement maîtrisée par Mazembe avec un score favorable. Et une réaction de la 60e minute à la 75e, vraiment une superbe réaction du stade malien avec énormément de jeux offensifs, avec beaucoup d'opportunités. On a beaucoup souffert pendant ce quart d'heure-là, ils ont su marquer 2 buts. Mais globalement, écoutez, venir ici face aux champions du Mali, face à une très belle équipe, ramener un bon nul, ça nous fait plaisir, même si on est forcément déçus. Le match retour, on va être porté par un public magnifique. On jouera vraiment le match pour le gagner. Mais en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens à chaque fois ici au Mali. Football toujours, Coupe de la Confédération au compte des 8e de finale aller. Les 11 créateurs de Nyarela reçoivent ce dimanche l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. La rencontre aura lieu au stade Modibo Keïta à partir de 17h. Notre équipe de reportage dirigée par Abdulkarim Kaba a fait un tour au stade du 26 mars où s'entraînent les 11 créateurs de Nyarela. Suivons son reportage. Après l'élimination des équipes Renaissance sportive de Berkane du Maroc et les Nigériens de Sahel Sport Club, l'équipe de 11 créateurs de Nyarela affronte l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. C'est la première fois que ces deux équipes se rencontrent et dans ces cas, le mental, la jeunesse et l'esprit collectif occuperont une place de choix dans ce match de ce dimanche contre les Ivoiriens. La confiance que les jeunes ont eue les tours précédents sera une arme pour les 11 créateurs pour affronter cette phase aller. Comme l'aller se joue chez nous, on va essayer de faire un résultat ici. Maintenant, essayer de mieux jouer, faire un bon résultat pour mieux voyager. Donc c'est ça notre objectif principal. Comme on dit, l'appétit vient à manger. Chaque fois qu'on voyage, on prend goût. Chaque fois qu'on voyage, on prend goût. Donc on va essayer de faire le maximum maintenant pour rester dedans. 11 créateurs de Nyarela ASEC Mimosa. Pour ce choc entre Maliens et Ivoiriens, les jeunes de Nyarela affichent leur ambition de vaincre. Notre objectif sont les 3 points à la maison, mais ne pas encaisser de but pour pouvoir marquer beaucoup. C'est rassuré depuis la phase aller. Nous sommes bien déterminés. La rage de vaincre est là. Et à l'attente, moi je pense que nous avons notre mot à dire. Notre objectif, c'est de ne pas encaisser et de marquer. Prendre une bonne option pour la qualification dès la manche aller, comme c'était le cas contre les Nigériens, tel est le souhait des créateurs. 11 créateurs ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire, comptant pour le 8e de finale aller de la Coupe de la Confédération, c'est ce dimanche au stade Modibo Keïta à partir de 17h. La partie sera dirigée par un trio camerounais. Bonne chance aux 11 créateurs de Nyarela. Et cette annonce, votre émission Actu Hebdo reçoit comme invité demain le ministre du Développement rural, Bokari Treita, qui va nous parler des travaux de la 17e conférence des chefs d'État
et le gouvernement du CILS qui vient de se tenir à Bamako. Le deuxième invité est Alpha Sanogo, le PDG de la CMDT, qui nous parlera des conclusions de la 77e session du conseil d'administration de la compagnie. La CMDT qui table sur une production de 650 000 tonnes de coton-crème pour la campagne prochaine. Actu Hebdo reçoit également le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali. Actu Hebdo, c'est à partir de 12h, une présentation d'Ibrahima Djambélé. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe de réalisation. Demain, 13h à Madame Ali Diallo. Et pour ma part, je serai là à 20h. J'espère que vous aussi. Bonne soirée à tous et à demain s'il plaît. Adieu.